Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tous les territoires français, les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. Ce matin, l'invité politique de cette matinale, c'est Stéphane Troussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental socialiste de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et pour vous interroger à mes côtés, toute rouge vêtue, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour. Assorti au décor. Et bonjour Stéphane Vernet. Vous dirigez le bureau parisien du plus grand quotidien français, j'allais dire régional, mais tout court français. Merci d'être avec nous. Stéphane, on va tout de suite démarrer avec la révision constitutionnelle. On connaît désormais les grandes lignes de la révision constitutionnelle. Édouard Philippe les a présentées mercredi. Qu'en pensez-vous, Stéphane Troussel? Est-ce que vous sentez, par exemple, quand vous êtes en Seine-Saint-Denis, que les gens sont préoccupés par ça? Par la réforme constitutionnelle, certainement pas. Certainement pas. Qu'il y ait une crise de confiance démocratique entre les citoyens et leurs institutions, y compris leurs élus, oui, assurément. Mais je ne crois pas que ça soit avec les mesures... Une préoccupation. En tout cas, ni une préoccupation, et encore moins avec les mesures qui sont annoncées. Et je crains malheureusement que ce soit une occasion manquée pour justement lutter contre cette crise démocratique qui existe, cette crise de confiance. Parce que je ne suis pas sûr que... Alors bien sûr, ça fait plaisir à l'opinion de réduire le nombre de parlementaires, mais je ne suis pas sûr que ça règle quoi que ce soit de la crise démocratique qui existe entre le pays et la vie politique en général. C'est une mesure démagogique. Est-ce que ce n'est pas dangereux de souffler comme ça sur les braises de l'antiparlementarisme? Mais d'une part, et puis en plus je considère moi que dans l'équilibre des pouvoirs de ce qu'est la Ve République, c'est pas le nombre de parlementaires qui pose un problème, c'est surtout la faiblesse du Parlement, son incapacité à jouer son rôle par rapport à l'exécutif. Et moi, je ne suis pas un grand fan de la Ve République telle qu'elle fonctionne, mais nous n'avons fait, d'ailleurs les uns et les autres, nous n'avons fait qu'aggraver l'hyper-concentration des pouvoirs sur l'exécutif, l'hyper-personnalisation, l'hyper-présidentialisation. Et je trouve qu'au contraire, il faudrait, ce nouveau monde qui nous vante ses mérites tous les 4 matins, il devrait faire vivre cette démocratie, redonner du pouvoir au Parlement, redonner du pouvoir aux élus locaux, faire une nouvelle étape de la décentralisation, répondre à cette aspiration à la participation citoyenne. Et ce n'est absolument pas ce qu'il fait. Stéphane Vernet. Ce qui est curieux, c'est que tous les candidats à la présidentielle des principaux partis, y compris au niveau du Parti socialiste, préconisaient une baisse du nombre d'élus 1 an après. En fait, on a l'impression que seule En Marche, seule la majorité présidentielle veut réduire le nombre d'élus. Comment vous expliquez ce changement d'avis? Mais si encore cette mesure-là, elle s'accompagnait du renforcement du rôle du Parlement, de la réduction du rôle de l'exécutif par rapport au Parlement, de la capacité du Parlement à jouer son rôle encore une fois, face à l'exécutif, qu'il ait les moyens du contrôle, de l'évaluation, qu'il ait des moyens pour peser face à ce que lui dit tous les jours l'exécutif ou Bercy dans les analyses budgétaires. Or, ce n'est absolument pas le cas. Il y a même cette volonté, visiblement, qui n'est pas abandonnée de la part de l'exécutif, de limiter, de réduire le droit d'amendement des parlementaires et de l'opposition. Je ne crois pas que ce soit ce dont on a besoin aujourd'hui. L'autre point qui fâche, c'est l'introduction de la proproportionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça ne me fâche pas. Moi, je suis... Et 15%, c'est trop, c'est pas assez? Franchement, je ne suis pas en mesure de préciser exactement. Je pense que c'est un équilibre global sur lequel il faut se positionner. Et là, le compte n'y est pas. Je ne crois pas que si on en reste là, je ne crois pas que ça contribuera à réduire cette fracture démocratique qui existe dans notre pays. Autre mesure, la limitation du cumul des mandats dans le temps à 3 mandats successifs, elle va concerner le président de département que vous êtes. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je suis favorable à la limitation du cumul des mandats entre eux et la limitation du cumul dans le temps. Donc oui, j'y suis favorable, mais là encore, la portée de cette mesure qui est envisagée par le gouvernement et le président de la République est tout à fait ridicule, puisqu'elle ne va pas concerner les maires, par exemple, des communes de moins de 9000 habitants. C'est plus de 90% des communes françaises. Quasiment. Donc 97%. Quel est le sens dans ces conditions de cette mesure? Et je pense qu'effectivement, la limitation
du cumul des mandats dans le temps, ça peut permettre le renouvellement des responsabilités politiques, des responsables publics. Or là, il limite dans un marchandage avec le président du Sénat, il limite la portée de cette mesure et je crois que c'est bien dommage. Vous parlez de marchandage, vous pensez que Édouard Philippe a voulu faire plaisir à Gérard Larcher ? Tout le monde sait bien qu'il y a des discussions en ce moment entre le président du Sénat et le gouvernement, le Premier ministre, le président de la République, compte tenu du rôle du Sénat dans une réforme de cette nature. Oui, et donc on arrive comme ça à ce type de situation. Eh bien, encore une fois, je crains que ce soit une formidable occasion manquée. Marchandage qui semble échouer, puisque Gérard Larcher dit ce matin dans une interview au Figaro, par exemple, qu'il est en désaccord total avec la baisse du nombre de parlementaires. Écoutez, on verra, mais là encore, entre la présence de l'extrême droite, au deuxième tour de l'élection présidentielle, à deux fois en 15 ans, avec des niveaux de participation électorale de plus en plus faibles, y compris aux scrutins locaux, eh bien, le président de la République devrait porter une réforme d'une bien plus grande ampleur pour justement revivifier notre démocratie. Au moment de la présentation du projet de réforme institutionnelle, le Premier ministre Édouard Philippe a dit que il a présenté ça comme un pacte girondin que nous proposons au territoire. Alors nous, on n'a pas bien compris ce que ça voulait dire, et vous ? Certainement pas. S'il y a bien quelque chose, s'il y a bien quelque chose qui caractérise ce gouvernement et cet exécutif depuis sa mise en place, c'est certainement pas d'être girondin. Tous ces actes, qu'il s'agisse de la loi de finances, son rapport aux collectivités locales, la remise en cause d'un certain nombre de projets, c'est certainement pas de faire confiance aux collectivités locales, d'agir pour une nouvelle étape de la décentralisation, d'avoir un aménagement du territoire équilibré. Et je pourrais prendre, y compris, des questions de projets de transport, la remise en cause du projet de métro du Grand Paris Express. Si là, c'est pas une illustration de l'absence de confiance vis-à-vis des collectivités locales, des territoires et des élus qui ont la confiance de leurs concitoyens, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. À propos des rapports entre l'État et les collectivités locales, vous êtes membre du bureau de l'Association des départements de France. Comment ça va ? Comment vont les rapports aujourd'hui entre les départements et l'État ? Ça va mieux ou Non, ça ne va pas mieux parce que rien n'est réglé, pas plus sur les AIS, sur les allocations individuelles de solidarité que sur les MNA, les mineurs non accompagnés, excusez-moi. Je considère que les choses n'avancent pas et le gouvernement continue de tergiverser en dépit des annonces successives, en dépit des propos rassurants. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui est particulièrement concerné par la question du RSA ou des mineurs non accompagnés, n'a toujours pas obtenu la moindre avancée sur chacun de ces dossiers. Est-ce que vous avez un calendrier de la part du Premier ministre ? Non, mais non seulement je considère qu'il n'y a pas de calendrier, mais par ailleurs il n'y a pas d'acte. Il y a des mesures budgétaires qui ont été annoncées, il y a des mesures qui même ont été votées dans le cadre de la loi de finances. Je n'en vois pas le début du commencement de concrétisation dans le budget de mon département. C'est Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Oui, mardi aura lieu, juste pour finir sur ce sujet, mardi aura lieu une conférence de presse commune entre l'AMF, l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et les régions de France. Quel est le message qui sera passé à Emmanuel Macron à cette occasion ? Mais lui dire tout simplement qu'il doit faire confiance au territoire. Enfin, dans un pays moderne, c'est une démocratie à la fois qui doit s'appuyer sur un Parlement revivifié, avec une réponse à l'aspiration de nos concitoyens à participer davantage, mais aussi justement au territoire. C'est un atout extraordinaire ce qui s'est passé depuis 30 ans, la décentralisation. Quand on regarde dans le domaine culturel, quand on regarde dans le domaine des bâtiments scolaires, quand on regarde sur la capacité à faire émerger des nouvelles formes économiques dans nos territoires, le président de la République qui veut, paraît-il, débloquer le pays, eh bien voilà sur quoi il devrait s'appuyer. Il y a une union entre les trois associations d'élus. Est-ce qu'elle est là la position la plus dangereuse pour Emmanuel Macron ? C'est un signe qu'il y ait eu ce rassemblement à la fois d'élus de sensibilités diverses, mais aussi des différents niveaux de collectivités qui sont parfois,
au contraire, parfois se sentent en concurrence les uns avec les autres. Et là, nous parvenons justement à les rassembler. C'est qu'il se passe quelque chose. Oui, il y a une défiance qui est en train de s'installer entre l'État et les collectivités locales. Stéphane Troussel est le président du conseil départemental PS de Seine-Saint-Denis. Contestation sociale, Stéphane Troussel, elle se multiplie, SNCF, Air France, les universités. Est-ce que vous faites partie de ceux qui croient à une convergence de ces contestations? Vous savez, moi je me garderais bien de faire des pronostics, donc je pense qu'il faut... Mais vous avez entendu, vous avez vu les réseaux sociaux cette semaine? Oui, mais vous avez vu je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce nouveau pouvoir donne le sentiment, comme ça, d'avancer avec une forme un peu... comment dirais-je, de regard un peu cynique, un peu hautain, la situation du pays, et puis surtout avec cette forme-là de libéralisme technocratique qu'on essaye d'imposer systématiquement pour remettre en cause ce qui fait notamment une des spécificités de notre pays, son service public, son attachement à cette volonté d'un traitement égalitaire des citoyens et des territoires sur l'ensemble du pays. Vous êtes favorable, vous, à cette convergence des contestations, pas vous, à titre personnel? En tout cas, il y a quelques points communs. Quand le gouvernement s'attaque au statut des cheminots et au statut de la SNCF, quand il ne répond pas aux besoins de l'hôpital public et des EHPAD, quand il instaure la sélection à l'université, quand il tergiverse sur les mesures nécessaires, par exemple, pour accompagner une nouvelle étape de la rénovation urbaine dans les quartiers populaires comme ceux de la Seine-Saint-Denis, eh bien, oui, il y a en tout cas convergence d'un certain nombre d'aspirations. Notre pays, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, et tous les pouvoirs qui ont essayé de s'en éloigner, notre pays est profondément attaché à l'égalité. Et quand il y a un pouvoir qui multiplie des mesures injustes, inégalitaires, et qui en plus s'attaque à ce qui fait l'égalité des territoires, l'égalité dans les citoyens, à savoir les biens communs, les services publics, eh bien, à un moment, ça réagit. Cette réforme de la SNCF, est-ce qu'elle n'était pas indispensable, Stéphane Troussel? Il y a des évolutions à faire à la SNCF, mais enfin, ce n'est ni en s'attaquant au statut des cheminots, ni en s'attaquant au statut de la SNCF, en transformant son statut, enfin la faisant passer d'une entreprise nationale à une société anonyme à capitaux publics, qu'on va régler les problèmes de la SNCF. Le gouvernement ne dit absolument rien, par exemple, de la dette. Absolument rien de la dette. Le gouvernement ne dit absolument rien de l'aménagement du territoire et notamment de la question des petites lignes et la desserte des territoires, y compris des enjeux qui sont posés par certaines questions. Le fret ferroviaire, quand on veut lutter pour la transition écologique. Il ne dit rien, y compris de ce que représente le patrimoine de l'ensemble des gares de la SNCF qui pourrait, y compris, permettre de revivifier le territoire avec des nouvelles formes d'utilisation. Il est dogmatique dans cette affaire. Stéphane Vernet. Ce message-là, est-ce qu'il est bien compris par les grévistes? Je pense notamment à l'accueil qui a été réservé par les cheminots à Olivier Faure à la manif du 22 mars. Ça vous a surpris, ça vous a choqué, vous l'avez compris? Mais écoutez, on savait bien, en étant présent dans cette mobilisation, dans cette manifestation, qu'on n'allait pas nous dérouler le tapis rouge, ni nous jeter des pétales de rose. Oui, mais attendez, nous avons été lourdement sanctionnés. Lourdement sanctionnés il y a moins d'un an, lourdement, y compris critiqués, sanctionnés presque pendant tout le quinquennat, puisque je rappelle que dès l'automne 2012, nous perdions un certain nombre d'élections intermédiaires. Donc, si notre rapport à nos concitoyens et en particulier à ceux qui sont de gauche, qui se réclament de la gauche, syndicale, politique, associative, si tout était rayonnant et radieux, nous n'aurions pas perdu les élections comme nous les avons perdues et depuis 5 ans et l'an dernier. Mais est-ce qu'aujourd'hui le PS est coupé de cette catégorie de Français? Place, elle devait être là. Moi, je vais vous dire, je préfère toujours la confrontation, la rudesse d'un certain nombre d'échanges plutôt que l'indifférence. Donc oui, nous avons raison d'y aller, il faudra y retourner. Olivier Faure avait raison d'affirmer la place du Parti socialiste dans ses mobilisations, parce que le travail de reconstruction, de renaissance, comme il l'appelle, eh bien, il va passer par ces étapes, et un certain nombre d'étapes vont être difficiles. Alors, oui. Olivier Faure, justement, qui sera officiellement intronisé premier secrétaire du Parti socialiste ce week-end, est-ce qu'il peut sauver le Parti socialiste? En tout cas, les militants lui ont fait confiance.
à la fois par rapport au projet qu'il a proposé, mais aussi, je crois, par les actes qu'il a posés dans ce quinquennat, dans le quinquennat précédent. Dans le quinquennat précédent, oui, il a posé un certain nombre d'actes qui lui ont permis de rassembler la famille socialiste. Et dans ce moment particulièrement difficile, eh bien, c'était une première étape importante. Deuxième élément, il indique, et c'est absolument nécessaire, que pour nous refonder, il faut d'abord qu'on y voit clair sur les raisons qui nous ont conduits là et qui ont fait que les nôtres nous ont profondément rejetés. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et puis le troisième, c'est le fait de se dire, oui, ce travail de refondation, de renaissance, de reconstruction, il va être long, il faut être humble, modeste, et y compris, il faut accepter de le faire sur le regard des autres, en allant s'ouvrir à la réflexion des intellectuels, des chercheurs, des sociologues, des économistes, des syndicalistes, du milieu associatif, et finalement d'élaborer à partir de là un nouveau projet. Dans quelques jours, Jean-Louis Borloo doit remettre un plan pour la politique de la ville à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le plan de la dernière chance ? Moi, je dis pas les choses de cette manière-là, mais en tout cas, il y a des contradictions là aussi entre le discours et les actes. Quand le président de la République parle des quartiers populaires, très franchement, je pourrais presque signer son propos. La nécessité d'une mobilisation nationale, la place de la jeunesse, ce que représentent ces quartiers pour l'ensemble du pays. Mais la difficulté, c'est que entre ce discours bon et bienveillant, entre ces mots doux à entendre pour nos oreilles, il y a un certain nombre d'actes qui sont en contradiction. Quand Jean-Louis Borloo réfléchit avec les élus locaux, avec le milieu associatif, avec tous les acteurs engagés de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, et qu'il dit à quel point il y a besoin d'une nouvelle étape dans ces quartiers, en même temps, les bailleurs sociaux, les organismes HLM sont ponctionnés dans le cadre de la loi de finances. Un organisme comme le mien, qui a 15 projets de rénovation urbaine à mener, 600 millions de travaux à déployer dans le nouveau programme national de rénovation urbaine, se fait ponctionner par le gouvernement de 11 millions d'euros par an. Et il y a des ministres qui se baladent sur tous les plateaux en disant « mais dormez tranquille, ne vous inquiétez pas, on va vous compenser tout ça ». Mais quand Emmanuel Macron accorde 10 milliards d'euros de crédit à l'Agence nationale de rénovation urbaine, quand il crée une police de sécurité du quotidien, quand il expérimente des emplois francs, est-ce qu'il n'y a pas des gestes quand même, mais ils sont où les 10 milliards ? Moi, quand je vais voir l'ANRU, quand le gouvernement vote une loi de finances qui ponctionne un organisme comme le mien de 11 millions d'euros, il entrave notre capacité à mettre en œuvre les objectifs que lui-même vient d'énoncer. Donc, c'est en cela que j'ai parlé ces derniers jours de mensonge d'État. Oui, il y a un mensonge d'État, parce que notamment sur ces questions, il y a des sommes affichées depuis des années par des plans successifs, et il y a les sommes effectivement dépensées. Et on est loin du compte, on est loin de la réalité. Donc, ce qu'on demande simplement dans un certain nombre de quartiers populaires et de banlieues, c'est un traitement à égalité de l'ensemble du pays. Stéphane Troussel, président du conseil départemental PS de Seine-Saint-Denis. Juste un petit mot sur ces JO au rabais que vous refusez. J'ai noté l'expression, pourquoi ? Oui, tout simplement. Voilà un bel exemple, encore un. Vous faites partie des élus de Seine-Saint-Denis qui a lancé cet appel. Nous refusons ces JO au rabais. Expliqué que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était pas seulement les quelques semaines où les Jeux allaient se dérouler. Ce qui compte, c'est notamment l'héritage, la capacité de ces Jeux à transformer des territoires. Et d'ailleurs, le CIO, il lui est même très attentif à la trace, à l'héritage, à l'impact que ça laisse. Et des inspecteurs des finances nous pondent un rapport où ils se demandent si c'est bien utile finalement je vous donne un exemple, d'enfouir des lignes à haute tension. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui imagine que si le débat avait lieu s'agissant du Champ de Mars et des Invalides, les inspecteurs des finances se poseraient ce type de questions ? J'en ai assez que quand il s'agit des quartiers populaires et ceux de la Seine-Saint-Denis en particulier, eh bien finalement on doit en permanence se justifier sur le bien fondé de ces mesures-là. Nous, on veut être traités de la même manière que les autres. Bien vivre, avoir un cadre de vie normal, serein, apaisé, agréable. Eh bien, oui, on est engagé dans ces JO, mais on ne veut pas qu'à l'occasion de cette politique budgétaire drastique, on revoie à la baisse un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Merci Stéphane Troussel, président du conseil départemental PS de Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invité politique de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos et de l'actualité dans un instant. Merci. Merci.
Voilà, débrief de l'actualité des propos de notre invité politique Stéphane Troussel, qui était ce matin donc dans Territoire d'Info en direct, le président du conseil départemental PS de Seine-Saint-Denis. On démarre tout de suite André Crétenant, qui est directeur de l'information de TV5 Monde. Bonjour André, merci d'être là. Et avec Guillaume Doyen, qui revient dans cette deuxième partie de matinale d'Info, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions. On démarre avec la révision constitutionnelle. On connaît désormais les grandes lignes de cette révision constitutionnelle. Édouard Philippe les a présentés mercredi. Quand on pose la question donc, à un élu départemental, président du conseil départemental, donc un élu local, il n'a pas l'air de dire que ça concerne ses concitoyens. Vous avez entendu ? Oui, l'analyse qu'il fait est assez juste à mon sens. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il n'a pas une grande sympathie pour la Ve République. Il l'a dit. Je pense surtout qu'il met l'accent sur le fait de qu'est-ce qu'il faut, au fond, pour relancer l'exercice démocratique. Que faut-il pour mobiliser à nouveau les citoyens. Et sans doute que les mesures qui sont proposées sont peut-être intéressantes, mais ne vont pas changer fondamentalement le climat politique. Elles sont assez concrètes. Réduction du nombre absolument. d'élus. Mais si vous prenez la proportionnelle, par exemple, voilà. à 15%, ça ne va pas changer, évidemment, fondamentalement les choses. Si vous voulez changer le système politique de manière beaucoup plus radicale, il faut une proportionnelle qui est beaucoup plus importante. Mais de manière générale, moi, je l'ai trouvé très lucide et pragmatique. Et effectivement, d'entendre un élu avec des responsabilités au niveau départemental, ça nous change effectivement de ce que l'on peut entendre du débat politique habituellement. Guillaume Doyen, est-ce que c'est symptomatique de ce que pensent les élus de cette réforme constitutionnelle, ce qu'a dit donc Stéphane Troussel ce matin ? Oui, je pense qu'en effet... Il est sur la ligne à peu près générale. Mais ils ont d'autres soucis que de savoir combien il y aura de députés, combien il y aura de sénateurs, sauf ceux qui visent des carrières en la matière ou qui doivent se recycler puisqu'ils ont subi une lourde défaite récemment. Non, le souci c'est de faire tourner la boutique avec les moyens nécessaires, de revivifier les territoires, de faire venir des entreprises, de décentraliser correctement. D'avoir des lignes de chemin de fer qui fonctionnent, des services publics qui marchent bien. Ma foi, la question des 15% ou du non-cumul des mandats dans le temps ou de choses comme ça n'est quand même pas prioritaire. C'est un peu une fausse bonne idée, c'est-à-dire que cette réforme institutionnelle faisait partie des propositions du candidat Macron, et comme d'une manière générale, il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, moi j'ai le sentiment qu'il est un peu piégé par ça. Voilà, le voilà contraint de mettre en marche une réforme constitutionnelle, constitutionnelle aussi, mais qui n'est pas fondamentale, qui n'est pas absolument nécessaire et effectivement qui n'est pas attendue par les citoyens. Avec toujours Guillaume Doyen dans la bouche de Stéphane Troussel, cette phrase Emmanuel Macron, président des riches au fond, qui se préoccupe peu des territoires. Alors ça lui colle au basque, ça à Emmanuel Macron, le président des métropoles. On a déjà parlé, qui décroche bien dans les classes populaires, dans les sondages aujourd'hui, et qui mène actuellement un grand nombre d'efforts pour rehausser sa cote en ce domaine. Mais il faut dire que la quasi-totalité des mesures qu'il a prises, les mesures importantes d'Emmanuel Macron, effectivement, sont des mesures libérales, et sont des mesures qui favorisent plutôt les classes moyennes, supérieures ou les riches. Oui. C'est juste d'ailleurs, Stéphane Troussel a dit une chose importante à mon sens, qui est la question du sentiment, du besoin des Français de l'égalité. Alors justement, il en a parlé à propos de la contestation sociale. Il a dit justement que nos concitoyens, a-t-il dit, étaient absolument attachés à l'égalité, et c'est ce que ce gouvernement ne comprend pas. Moi, je ne sais pas s'il ne le comprend pas, mais en tout cas, moi, il me semble que c'est ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que tous les Français sont traités de manière égalitaire ou pas? Je le sens aussi dans cette question des grèves des cheminots, parce qu'au fond, les Français n'approuvent pas dans leur majorité les grèves, sans doute parce qu'ils ne comprennent pas très bien qu'est-ce qui est en jeu, ils ne sont pas certains ou qu'ils ont compris que l'ouverture à la concurrence allait arriver et que de toute façon, il fallait s'y conformer. Je ne pense pas qu'il y a de changements aussi importants. D'ailleurs, ces changements ne vont pas affecter les cheminots actuels. En revanche, il y a peut-être cette petite musique qui fait que, voilà, est-ce que ce gouvernement n'est-il pas en train de prendre des mesures qui ne vont pas dans le sens de l'égalité? Je pense que c'est plus je pense que c'est plutôt ça qui est en jeu. Guillaume Doyen là-dessus.
C'est la bonne analyse. Je pense que c'est la rupture de l'égalité républicaine qui inquiète les gens. Vous voulez dire c'est le bon thème sur lequel appuyer, ce qu'a fait Stéphane Troussel ce matin? Je pense que c'est le bon thème. La question, c'est être traité de la même façon où qu'on se trouve sur le territoire national. Ça, c'est quelque chose auquel la population est très attachée. Y compris les départements français d'outre-mer. Mais oui, et puis surtout, ça dépasse les clivages politiques, cette notion-là. Ça va bien au-delà de la gauche. Une bonne partie de la droite est très attachée à cette égalité de traitement. C'est un peu un des fondements de la République. Et d'où aussi une difficulté de repositionnement des partis, puisque ça ne se joue plus. On y vient. Alors je précède peut-être la question, bien. mais c'est-à-dire qu'on n'est plus nécessairement dans ce clivage favoriser, défavoriser, gauche-droite, mais plutôt un clivage entre ceux qui profitent de l'ouverture de la France au monde, qui profitent effectivement de la libéralisation des services, et puis ceux qui n'en profitent pas ou qui en profitent moins. Donc on est beaucoup plus dans ce clivage-là qui effectivement pose problème à la France, puisqu'elle est très centralisatrice. Stéphane Troussel, on a vu qu'il y avait un soutien affiché à Olivier Faure, qui doit faire le job au fond. C'est ce qu'il dit ce matin, Stéphane Troussel. Oui, alors il faudrait... J'ai toujours un peu de mal à parler du parti socialiste. Et tiens, samedi et dimanche, le congrès du parti socialiste. J'aimerais en savoir plus sur les projets et le programme de ce parti. Olivier Faure, il peut le sauver, le parti socialiste, ou pas? Question a été posée à Stéphane Troussel, il a dit il y a un gros chantier en gros. Il faudra plusieurs années, je pense, pour le remettre sur les rails. Il le dit, effectivement, il l'a dit aussi après justement les difficultés du Parti socialiste, des élus socialistes à s'intégrer dans le mouvement actuel de protestation. Mais je trouvais intéressant sa démarche de dire, voilà, on a perdu non seulement la présidentielle, mais les scrutins précédents. Voilà, et donc il faut revenir, et il faut prendre du temps, effectivement. Merci André Crétenant, vous dirigez l'information de TV5 Monde, notre partenaire. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. André Crétenant, on va passer aux Apmondes que vous produisez. C'est à résumer en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité dans le monde. Et c'est fait donc par les équipes de TV5 Monde. On regarde ensemble, on se retrouve après. Ces images de milliers de migrants en route pour les États-Unis ont fait sortir de ses gonds le président américain. De là est née la tension des deux côtés de la frontière depuis le début de la semaine. Le président mexicain n'a jamais répondu aux provocations de son homologue. Il a finalement pris la parole ce jeudi. Si vos récentes déclarations puisent leurs origines dans une frustration liée aux affaires de politique intérieure, de vos lois ou de votre Congrès, adressez-vous à eux, pas aux Mexicains. Toute la nuit, ceux-ci sont descendus dans les rues, criant, chantant, soutenant leur candidat, Lula. Toute la nuit aussi, ceux-là sont descendus dans les rues, criant, chantant, lynchant l'ancien président Lula. Pour compliquer encore un peu plus les choses, l'armée s'est immiscée dans le débat. Certains hauts gradés ont pris position implicitement contre Lula, un symbole d'impunité à leurs yeux. Faut-il rappeler que le pays a connu 20 ans de dictature militaire. Des échanges d'une rare violence et des menaces à peine voilées. La réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, convoquée sur demande de la Russie, promettait d'être tendue. Les ambassadeurs russes et britanniques se sont rendus coup pour coup. Nous ne pouvons ignorer ce qu'il s'est passé à Salisbury et nous ne pouvons ignorer que la Russie cherche à saper la crédibilité des organisations internationales, celles qui nous gardent en sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelques minutes plus tard, l'ambassadeur russe brandit ce document présenté comme étant un condensé de preuves impliquant la Russie et rédigé par l'ambassadeur britannique en poste à Moscou. Vassili Nebenzia pose ensuite une série de questions qui laissent l'Assemblée médusée. Que sont devenus les chats des Skripal qui vivaient dans leur maison censés avoir été contaminés? Il y avait 2 chats, 2 cochons d'Inde. Que sont-ils devenus? Qu'est-il arrivé à ces animaux? Andrew et Jane, une complicité énorme lie depuis toujours le frère et la sœur. Lorsqu'en 1969, Serge Gainsbourg et Jane Birkin tombent amoureux, Andrew ne se laisse pas impressionner par la réputation difficile de Serge. Quand je l'ai rencontré, je vivais ma propre vie, mais je n'avais pas de famille. Je n'avais ni épouse ni enfant. Alors si Serge ou Jane me proposaient de les accompagner en Yougoslavie ou en Espagne ou en Italie, évidemment j'acceptais.
Merci de votre fidélité. Demain matin, je vous retrouve à 7h30 sur cette antenne pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Bon week-end à tous et on se retrouve lundi.